Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, nous nous concentrerons avec Jamila El Bougrini, analyste biotech chez Invest Securities, et bien sûr les dossiers chauds du moment, Valneva, Erytech ou encore DBV. L'entretien est quant à lui consacré à Christophe Doix, président du directoire de Medincell. Le journal des biotech, c'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce point d'actualité Jamila El Bougrini, analyste biotech chez Invest Securities. Bonjour Jamila. Bonjour Laurent. Alors, on a notre feuilleton en ce moment, on va dire qu'on radote sur le journal des biotech et en même temps, ces trois sociétés, en tout cas deux d'entre elles, font l'actualité quasiment à coup sûr. Je veux parler de DBV, Valneva et dans une moindre mesure d'Erytech. Et j'ai envie qu'on commence avec vous, Jamila, par DBV parce que, pour dire les choses comme elles sont, c'est un peu difficile de s'y retrouver. La biotech donc, a fait un point la semaine dernière sur la poursuite des dossiers réglementaires, que ce soit pour l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis ou en Europe. On sait qu'aux États-Unis, la FDA, elle demande plus de précision, une nouvelle étude. On nous a dit qu'en Europe, finalement, on attendait une réponse de l'EMA. C'était potentiellement, on va dire, au 4e trimestre. Là, ce sera au 1er trimestre 2022. Et puis, on lit quand même dans le communiqué que l'objection majeure de la MEA, c'est finalement la robustesse des données d'une seule étude de phase 3. Ce qui fait que quand on lit entre les lignes, on peut se dire, mais alors finalement, est-ce que ça va être suffisant pour avoir une réponse positive? Bref, pour dire les choses simplement, on est un peu dans le flou. Est-ce que vous pouvez peut-être les clarifier pour nous? Alors effectivement, cette annonce qui normalement était une annonce des résultats financiers, s'il n'y a pas vraiment eu de surprise sur le plan financier, parce qu'effectivement la société continue ses efforts de maîtrise des dépenses, donc pour le coup là ça délivre toujours des résultats. C'est vrai que c'est plutôt sur le plan opérationnel et effectivement sur les schémas réglementaires, parce qu'aujourd'hui la société se concentre essentiellement à faire avancer les process réglementaires côté Europe et côté US, qu'on a vraiment eu effectivement de nouvelles données qui pouvaient être assez surprenantes, et c'est ce qui explique certainement la réaction du marché. Oui, ça a beaucoup bougé. Ça a beaucoup bougé. On a quand même eu deux séances baissières assez importantes, moins 26 et moins 15, il me semble, de mémoire. Un peu de choses près, c'est ça. Séances d'affilée, effectivement. Alors effectivement, sur la FDA, c'était assez clair. L'agence a dit, là où hier, elle pensait pouvoir avancer de façon parallèle sur les différentes études cliniques qui avaient été demandées en supplément à DBV. Aujourd'hui, en fait, elle préfère avancer de façon séquentielle, ce qui, évidemment, signifie probablement un retard sur ce qui avait été envisagé comme issue de ces différentes études cliniques et pour le dépôt. Donc séquentiel, c'est une étude après l'autre, pour dire les choses très, très simplement. Exactement, ce sera une étude après l'autre, là où il est initialement envisagé peut-être d'avancer en parallèle pour gagner un petit peu de temps et quelques mois sur le chemin réglementaire. Donc là, effectivement, ça veut dire que là où possiblement on pouvait s'attendre à un dépôt de dossier sur fin 2022, ce sera plutôt sur 2023. Donc ça veut dire qu'on aura une décision de la FDA plutôt fin 2023 dans un scénario de base. Alors voilà, on s'est beaucoup focusé sur la FDA, on voit déjà le délai, et puis quand même, on a assez peu parlé de ce qui se parlait en Europe, mais là aussi, le communiqué, il y a beaucoup d'incertitudes, je trouve, dedans. Exactement. Alors effectivement, sur la FDA, c'est assez clair, on avance en séquentiel, donc perte, en tout cas retard par rapport à ce qui a été prévu initialement. Et côté EMA, donc Europe, effectivement, ce qui est sorti du communiqué, c'est que cette objection majeure dont on avait connaissance, mais on n'avait pas connaissance de la nature de cette objection, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ça concerne la pertinence des données cliniques et la robustesse des données scientifiques, puisqu'effectivement, le reproche qui semblerait être fait, c'est qu'on n'ait qu'une seule étude clinique aujourd'hui pour démontrer donc l'efficacité de ce patch. D'ailleurs, il faut rappeler que c'était aussi une objection qui avait été remontée par la FDA. Donc, effectivement, ça rend le jalon T1 2022, a priori, ne devrait pas bouger parce que l'agence réglementaire avance dans son process. L'inquiétude aujourd'hui, c'est que finalement, sur cette décision, on a quand même la possibilité que l'EMS se prononce de manière un peu négative et disent qu'à la vue de l'ensemble des données qu'elle a à disposition aujourd'hui, c'est peut-être pas suffisamment robuste pour qu'elle puisse donner une autorisation de mise sur le marché. Donc ça, c'est une inquiétude qui ressort par rapport à cette objection majeure. Ce que je vois bien se profiler comme scénario, donc là c'est purement hypothétique, c'est qu'effectivement l'EMA décide de s'aligner sur ce que fait la FDA et donne donc une décision sur le T1 2022, mais une décision peut-être un petit peu mitigée qui serait de dire à DBV
Attendons de voir ce que va donner votre étude STAMP, donc qui est en cours aux avec États-Unis. la FDA, c'est le modèle FDA, pour qu'on puisse nous-mêmes se prononcer de manière définitive sur l'intérêt de ce patch et si oui ou non les données d'efficacité au global nous permettent de donner une autorisation d'homologation et de mise sur le marché de ce produit. Donc le EMA qui botterait en touche en quelque sorte finalement. Ce qui serait assez logique, puisque quand vous avez une agence aussi importante que la FDA qui demande ce genre de choses et des choses qui sont en cours, en toute logique, ce serait assez rationnel que l'EMA décide d'attendre les données de cette étude-là pour se prononcer aussi de manière formelle, ce qui voudrait dire que dans un scénario qui intégrerait donc cette hypothèse, on aurait aussi une validation définitive de l'EMA plus tard que ce qu'on imagine aujourd'hui. Et donc une mise sur le marché qui serait évidemment retardée pour DBV, ce qui explique effectivement la réaction des marchés la semaine dernière à cette annonce. Bon, comme quoi on n'a pas encore fini avec ce feuilleton DBV et on espère que la suite va quand même être positive. Je dis ça parce qu'il faut aussi parler d'Erytech cette semaine avec malheureusement cet échec en phase 3 dans le cancer du pancréas. Quelles sont concrètement, Jamila, les conséquences là, pour Erytech ? Alors, dans son malheur, effectivement, alors ce qu'ils ont réussi à démontrer, c'est qu'il y avait des tendances positives, mais pas suffisamment importantes pour démontrer une significance statistique de ces données. Donc, évidemment, donc c'est un échec de l'étude clinique. Dans son malheur, c'est que en 2018, en fait, elle avait procédé à une refonte stratégique où elle avait abandonné tout son pipeline dans les tumeurs liquides pour vraiment se concentrer sur les tumeurs solides. Donc, effectivement, il y avait quand même de grosses attentes sur cette étude de phase 3 dans le pancréas, sachant que les résultats de phase 2B avaient été assez positifs et en plus meilleurs que ce qui avait été attendu. Donc, il y avait quand même de grosses attentes sur cette phase 3. Oui. Néanmoins, ils avaient poursuivi quand même des essais cliniques en phase 2 sur les tumeurs liquides, notamment de façon plus précise la leucémie lymphoblastique, avec une équipe médicale européenne dans les pays nordiques. Et là, sur le coup, sur ces études-là, en fait, ils ont quand même eu des résultats assez intéressants. Et donc, ça se faisait en parallèle de cette étude de phase 3. Donc, finalement, on a un échec, mais on a quand même la perspective d'avoir une bonne nouvelle à court terme qui ressortirait dans la LAL. Et là, effectivement, on est sur un petit marché, beaucoup plus petit que celui du pancréas, mais avec un gros besoin médical donc insatisfait. Parce qu'on a effectivement, surtout dans la population pédiatrique, en fait, la solution qui existe aujourd'hui, donc qui est à base aussi d'asparaginase, c'est qu'il y a souvent donc, une proportion non négligeable, puisqu'on est entre 15 et 20% des enfants qui sont atteints de ces cancers-là, qui développent une espèce d'intolérance, donc une hypersensibilité à cette asparaginase-là, donc ils sont obligés d'interrompre leur traitement. Et donc, l'intérêt du produit d'Erytech, c'est que justement, il n'est pas pégylé, donc il est moins sujet à induire ce genre d'intolérance, ce qui fait que ça pourrait être une solution alternative pour ces enfants-là. Donc, il y a un marché qui existe. Il faut quand même préciser qu'il y a 2 autres acteurs qui sont exactement sur le même positionnement qu'Erytech. Donc, on est quand même sur un marché qui est peu concurrentiel, mais avec déjà 2 acteurs présents. Donc, il va falloir quand même que DBV se démarque. Qu'Erytech. Pardon, Erytech. On est déjà passé sur Erytech, qui se démarque de ces 2 acteurs-là, sachant qu'effectivement, elle se démarque notamment sur le mode d'administration, en tout cas sur le dosage, puisque Erytech présente une façon d'administrer son produit uniquement une fois toutes les 2 semaines, là où les autres produits sont plutôt sur 6 à 7 fois toutes les 2 semaines. Donc, en termes de confort d'utilisation, en tout cas sur la qualité de vie des patients, c'est quand même un atout non négligeable. Donc, effectivement, elle pourrait se différencier sur cet aspect-là. Bon, certes, comme on le disait, on est sur un marché moins important que le pancréas, mais c'est quand même une façon pour Erytech de pouvoir rebondir malgré cet échec assez important aujourd'hui. Dans le pancréas. Bon, on espère là aussi que les nouvelles vont être positives. Et justement, j'avais envie de terminer par des nouvelles positives. Valneva, qui avait beaucoup monté et puis qui a été attaqué après finalement le gouvernement britannique qui avait rompu son accord pour la livraison de vaccins. Et puis là, c'est reparti. Les résultats étaient excellents pour le vaccin contre le Covid. Et on a eu cette levée de fonds d'un peu plus de 100 millions de dollars pour financer les différents programmes. Voilà, on va terminer sur cette bonne nouvelle. Effectivement, on va espérer qu'on va terminer sur cette bonne nouvelle. Néanmoins, il faut quand même préciser que Valneva, de façon concomitante, quand elle a annoncé son augmentation de capital, qui a été un succès, donc pour renforcer sa trésorerie de près de 100 millions de dollars, comme vous disiez,
elle a quand même annoncé l'amendement de son document universel. Oui. Et là, on a quand même quelques éléments qui sont ressortis qui étaient quand même des points d'inquiétude qui finalement ont été effectivement intégrés par le marché puisqu'on a eu une baisse, mais le titre s'est bien redressé, ça a bien repris depuis. Ouais. Et le point un peu d'inquiétude qui était ressorti dans ces amendements, c'est qu'on a l'Agence de santé canadienne qui a demandé à avoir des informations sur le produit du Coral, donc qui est le vaccin que la société a développé contre le choléra. Et là, effectivement, ce qu'ils avancent, c'est que si jamais l'Agence réglementaire canadienne décide que ce vaccin-là en fait, ne lui convient plus et qu'elle ne veut plus le commander, on est quand même sur une perte de chiffre d'affaires assez significative parce que le Canada représentait le plus gros client pour ce produit-là, sachant que ce produit-là, au global, si on se base sur l'année 2019, qui est l'année la plus représentative, 2020 étant impactée par Covid, on était quand même sur un produit qui représentait près de 25% du chiffre d'affaires de la société. Ouais. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que si jamais ils perdaient le contrat canadien, le produit pourrait devenir non économiquement viable, ce qui voudrait dire l'arrêt du développement de ce produit-là. Et donc, on aurait potentiellement quand même un impact significatif sur le chiffre d'affaires de la société. Bon, là aussi, un bilan peut-être plus contrasté qu'il n'y paraît. Qu'est-ce qu'on se met à l'agenda pour les mois qui viennent, Jamila ? Mais effectivement, il y a pas mal de choses sur l'agenda, comme toujours dans la biotech d'ailleurs, sur l'agenda à court terme. Alors, sur les 3 sociétés qu'on vient d'évoquer, comme on le disait, donc DBV, il y a quand même beaucoup de choses à attendre, notamment cette réponse de l'EMA qu'on attend au T1 2022. Donc, en espérant qu'on ait quand même une bonne nouvelle qui en sorte d'ici là. Sur Valneva, on attend toujours que la société annonce un contrat éventuellement avec un pays ou idéalement avec l'Union européenne, ce serait pas mal. Exactement, ce serait pas mal du tout, effectivement. Pour Eritech, on attend le dépôt auprès de la FDA de la demande pour une mise sur le marché du produit dans la LAN, dans la leucémie. Et pour d'autres sociétés, à très court terme, on a des choses aussi intéressantes, notamment Transgène, dont on attend des résultats très attendus sur la deuxième quinzaine de novembre pour des études de phase 1 avec un produit en fait, qui est issu de l'une de leurs nouvelles plateformes, donc MyVac, qui consiste en fait en un vaccin thérapeutique donc pour lutter contre le cancer, mais qui est sur mesure, qui est développé sur mesure pour chaque patient. Donc là, on attend des résultats de phase 1 dans le cancer de l'ovaire et dans le cancer tête et cou. On a également la société Medesis, récemment introduite en bourse. Introduite en bourse, exactement, donc sur cette année, qui, elle, doit annoncer d'ici fin d'année des données, en tout cas des mises à jour de ses programmes dans le Covid et dans la maladie d'Alzheimer, donc des choses aussi intéressantes, sachant que la société n'a pas eu beaucoup de news flow depuis son introduction en bourse, donc il y a quand même, je pense, des attentes au niveau de Medesis. Et puis, 2 autres sociétés que je trouve aussi intéressantes à surveiller, c'est Géneuro, qui doit publier au T1 2022 les résultats de son étude de phase 2 qu'elle mène dans la sclérose en plaques avec l'Institut Karolinska. Donc, ça viendra renforcer les données cliniques qu'elle avait déjà obtenues lors de ces études cliniques qu'elle avait menées, donc Change MS et Angel MS. Et la dernière société également à surveiller c'est Genesight, dont on attendait beaucoup de news flow sur 2021. Finalement, il y a eu Il n'y en a pas eu tant que ça. Il y en a eu moins que prévu, en tout cas, notamment à cause de l'impact Covid, puisque leur fournisseur aux États-Unis a dû reprioriser la fabrication, donc ils ont dû retarder la fabrication des lots cliniques de Genesight, qui a effectivement retardé du coup le process réglementaire côté FDA. Mais sur le S1 2022, on attend le go-no-go de l'agence réglementaire européenne. Donc là, on est plutôt sur le T1 2022. Et sur le T2 2022, on attend le dépôt du dossier de demande d'homologation auprès de la FDA. Donc on est quand même sur 2 gros rendez-vous. Donc voilà. De news flow dans la biotech et des choses à surveiller. Un agenda fourni et vous reviendrez le commenter avec nous dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Jamila. Merci à vous. À très bientôt. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien aujourd'hui Christophe Douat, président du directoire de Medincell. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, Christophe, vous étiez venu en 2019 sur le plateau du journal des biotech nous parler de Medincell Biopharma, créé en 2003 à Montpellier, mais pas mal d'eau a coulé sous les ponts. Est-ce que finalement, en préambule, vous pourriez nous faire
un retour rapide sur le positionnement de Medincell et surtout sur sa technologie Bepo. Oui, bien sûr. Donc à Medincell, on développe un système qui permet, grâce à une injection sous-cutanée très simple, de libérer un médicament sur des durées très longues. Ça permet de donner aux médicaments une meilleure observance, bien sûr, et dans certains cas aussi d'améliorer son efficacité et réduire les effets secondaires. Alors j'ai dit le mot simple, mais en fait, la technologie sous-jacente est extrêmement complexe. C'est plus de 100 scientifiques à Medincell, des ingénieurs, des polyméristes, des médecins qui développent ces formulations. Ça prend en général de 18 à 24 mois dans nos laboratoires. Et c'est ce travail de ces scientifiques qui permettent de développer ce que j'appelle parfois cette mini-pompe virtuelle, biodégradable, injectable, qui libère ce médicament parfois jusqu'à 6 mois. Bon, voilà pour se remettre en tête ce que fait Medincell. Mais l'actualité de la société, c'est que votre partenaire Teva a rendu public ce week-end à l'occasion du plus grand congrès sur la santé mentale. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, le Psy Congress aux États-Unis. Vous allez peut-être me rectifier, le dire mieux que moi. Le détail des résultats, allez, on va déjà le dire, positif de l'étude de phase 3 de votre traitement le plus avancé, MDC-IRM, pour le traitement de la schizophrénie. Là, bien sûr, on va en parler de ces résultats. Mais avant, j'ai envie de vous entendre aussi sur votre partenariat avec Teva et pour expliquer finalement la place de Teva dans l'univers de la pharma et expliquer aussi pourquoi c'est lui et pas Medincell qui a fait cette présentation. Teva et Medincell, c'est une longue histoire. Oui. C'est 7 ans de collaboration pour développer une série de produits, dont MDC-IRM est le premier. Teva, on le sait, c'est le numéro 1 des génériques, mais c'est aussi une société très forte dans les nouveaux médicaments, ce qu'on appelle le specialty. Et c'est dans ce département des specialty drugs que Teva développe MDC-IRM. Donc Medincell a fait la formulation, Teva a conduit le développement réglementaire et clinique et fera la commercialisation. Alors, parlons justement maintenant de MDC-IRM pour le traitement de la schizophrénie, premier produit développé avec la technologie Bepo. C'était important pour vous de prioriser cette indication pour démontrer la pertinence de votre technologie, Christophe ? Oui, bien sûr, parce que d'abord, la schizophrénie, c'est 1% de la population mondiale, 600 000 personnes en France, 3,5 millions aux États-Unis. Du traitement efficace existe. Mais comme dans beaucoup d'autres indications, les patients ne prennent pas ou prennent mal leur traitement, avec des conséquences sur leurs proches, sur la société. On cite aux États-Unis que 20% des lits d'hôpitaux sont reliés à la schizophrénie. Donc l'enjeu est majeur et il est absolument fondamental d'améliorer l'observance du traitement chez les patients schizophrènes. En plus, il se trouve que la schizophrénie a, je pense, eu 2 révolutions. L'arrivée des médicaments de nouvelle génération, les antipsychotiques atypiques, et aussi les premiers injectables longue action, qui ont eu un véritable succès dans cette indication et qui nous permettent aujourd'hui d'espérer d'apporter une 3e révolution avec les produits basés sur Bepo. Alors, allez, on va maintenant attaquer le cœur du sujet, ces résultats de phase 3 qui montrent, je cite, le communiqué des améliorations significatives. Bien sûr, c'est un peu court, moi j'ai envie d'en savoir plus. Quels sont finalement les principaux enseignements que nous pouvons en tirer? Et puis, qu'est-ce que ça nous dit, bien sûr, sur une demande d'autorisation de mise sur le marché? D'accord. Alors effectivement, donc vous l'avez vu, Teva a fait une série extrêmement importante de publications au Congrès de psychiatrie. C'est un événement majeur pour Teva, pour Medincell et pour notre produit. Et ils ont divulgué pour la première fois les détails de la phase 3, mais plus que ça, puisqu'ils ont aussi donné des informations sur la perception des patients et des soignants sur le produit, donc MDC-IRM. Donc cette étude, c'était 3 groupes de 180 patients, un groupe placebo, un groupe sur une version injectable 1 mois et un 3e groupe sur une version injectable 2 mois. Premier point, cette étude de phase 3 a duré 2 ans. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est la première fois qu'une étude réglementaire de phase 3 sur un long-acting injectable dure 2 ans. Et donc, ça a permis de voir beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans des études plus courtes. 4 points
hein, sont importants. Si j'avais vraiment à résumer l'information que Teva a rendue disponible et qui est très riche, le premier point, c'est l'efficacité. Hein, c'est ce qu'on appelle le critère principal de l'étude, hein, qui était le temps auquel les patients ont leur première rechute imminente. Premier résultat, ce temps est multiplié par 5 avec Bipo par rapport au groupe placebo. Hein, c'est remarquable. Deuxième point, le risque de rechute est réduit de 80% avec l'utilisation de Bipo MDC-IRM par rapport au groupe placebo. Et à la fin des 4 mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus que 7% de patients qui ont eu de rechute imminente au lieu des 29% dans le groupe placebo. Donc, une efficacité remarquable. Deuxième point, et ça, c'est relié à ce que je disais à l'instant, c'est que cette étude a été longue et a permis de voir des choses qu'on ne voit pas normalement. C'est que tous ces patients qui sont rentrés dans les 3 groupes ont d'abord été mis pendant 3 mois sous traitement de risperidone en comprimé, pour les stabiliser. Et on a remarqué que sur les groupes qui prenaient Bipo, donc pendant les 21 mois suivants, hein, puisque l'étude a duré 24, les patients continuaient à s'améliorer hein, sur les 2 échelles normées hein, des syndromes négatifs et positifs de schizophrénie et de sévérité d'amélioration clinique. Hein, ça, c'est extrêmement important. Hein, les patients continuent à s'améliorer par rapport au traitement oral avec le traitement injectable. Ce point-là, ça confirme une des thèses de Medincell, hein, qui était vraiment à la fondation de Medincell, c'est qu'un injectable longue action améliore l'efficience d'un médicament par son observance, mais peut aussi en améliorer son efficacité. Troisième point, la tolérance, l'innocuité. Hein, donc là, la formulation, hein, qui contient donc comme principe actif la risperidone, a eu les mêmes effets secondaires hein, que le traitement oral. Donc vraiment un point très positif là aussi. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt que seulement 2% des patients sous Bipo avaient notifié une prise de poids. La prise de poids, c'est un des effets secondaires vraiment redoutés par les patients atteints de schizophrénie et une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ils arrêtent aussi leur traitement. Mais je crois aussi que le traitement a été plébiscité par les médecins et les patients, hein, Christophe. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est extrêmement important. Oui. Hein, c'est que Teva donc, a complété cette information de résultat de phase 3 par ce qu'on appelle en anglais hein, des informations de Medical Affairs. Oui. Et au-delà de ces superbes résultats d'efficacité et de tolérance, on voit plusieurs choses hein, dans ces perceptions, dans ces avis des médecins et des soignants. D'abord, ce qui est très intéressant, hein, c'est que 60% des patients préfèrent avoir une injection qu'un traitement oral. Donc c'est un peu inattendu. Mais c'était pas évident ça, hein. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais ça montre que les patients préfèrent avoir la sécurité d'un traitement de longue action hein, plutôt qu'une prise quotidienne. Ensuite, les patients ont noté 3 attributs extrêmement différenciants hein, de notre produit Bipo MDC IRM. D'abord, c'est cette injection sous-cutanée hein, qu'on met en avant à Medincell depuis plusieurs années, hein, une injection sous-cutanée avec une aiguille courte. Et là, 70% des patients la préfèrent, évidemment. Hein, et je pense que nos auditeurs comprendront la d'une injection sous-cutanée avec une aiguille courte par rapport à une grosse injection. Si on n'aime pas trop les aiguilles, ça se comprend aisément. Musculaire, voilà. Oui. Deuxième point, avec Bipo, on peut démarrer le traitement avec une injection unique et la deuxième un mois après. Et ça, c'est unique. Il n'y a pas besoin, pendant cette première période, de compléter le traitement par une prise orale ou par d'autres injections. Et ça, c'est extrêmement important et c'est publicité par 90% des soignants. Troisième point, oui, allez-y. Et troisième point, la seringue est pré-remplie. Donc, pas besoin de mélanger les composants, hein, ce qui est une tâche que, évidemment, les soignants n'aiment pas, mais qui peut être aussi une source d'erreur potentielle. Oui. Hein, et 96% des soignants préfèrent avoir la seringue pré-remplie. Ces 3 avantages, sous-cutanée, initiation avec une injection unique et seringue pré-remplie, c'est Bipo
hein. C'est Bipo qui permet de le faire. Et ça fait partie du caractère de rupture, hein, de notre technologie. Alors justement, des résultats encourageants quand je vous écoute, un traitement qui est apprécié par les médecins et par les patients, on est dans les ultimes étapes de développement. Quand est-ce qu'on peut imaginer une commercialisation maintenant ? Alors, juste avant d'aller sur ce domaine-là, il y avait un dernier point que je voulais faire, parce qu'on en a, et là j'essaie de faire un résumé, parce que les résultats sont extrêmement riches et vraiment intéressants. Mais c'est que les patients, quand on leur demande, d'abord, apprécient tous, comme les soignants, et les soignants, c'est les médecins et les infirmières, hein, apprécient tous de pouvoir choisir entre une dose 1 mois et 2 mois. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils préfèrent à 75% le produit 1 mois. D'accord. Hein. D'ailleurs, ce qui est confirmé par le marché, où aujourd'hui, plus de 80% des produits vendus sont des produits 1 mois, sans doute parce que ça correspond à la fréquence à laquelle ils voient leur médecin. Oui. Alors maintenant, sur le marché, oui. D'abord, et c'est ça qui fait que ce premier produit est passionnant, extrêmement intéressant pour Medincell, non seulement par son impact patient, son impact sur les systèmes de santé, mais évidemment sur les finances de Medincell, parce que les long-acting en schizophrénie, c'est un marché énorme. C'est aux États-Unis 4 milliards par an, 7 milliards dans le monde, en croissance de 15% CAGR. 15% CAGR, ça veut dire que ça double tous les 5 ans. Hein. Et sur ces 7 milliards, la majorité, c'est basé sur la risperidone ou des molécules qui sont très proches de la risperidone. Et c'est ce marché-là que cible Teva. Il y a un acteur majeur sur ce marché, mais Teva est armé pour se faire une bonne place et on l'espère évidemment la plus grande possible. Parce que ces études que je viens de décrire ont montré une forte efficacité, une amélioration des patients et des attributs très différenciants dans le produit avec des avantages très forts. Ensuite, d'avoir un produit plus simple, donc avec cette injection sous-cutanée par rapport à une injection intramusculaire, on l'espère, pourra peut-être permettre de soigner les patients plus tôt et de soigner des patients moins sévères. Enfin, je vous rappelle que l'enjeu économique est très important pour les systèmes de santé. D'ailleurs, il y avait une planche de Teva au congrès de ce week-end qui le démontrait bien, qu'il est avéré, les statisticiens l'ont montré, que les injectables longue action avaient un bénéfice en termes, par rapport aux comprimés oraux, en termes de coût total de soins, mais aussi en termes de nombre d'hospitalisations et nombre d'admissions aux urgences. Donc on est vraiment là au cœur d'un sujet extrêmement important avec un produit de rupture best in class sur un marché de 4 milliards. 4 milliards, si c'était un seul produit, ça serait dans les 20 premiers produits de la pharma. Donc l'enjeu est extrêmement important et on comprend pourquoi le CEO de Teva, Karl Schuss, en parle depuis 1 an à chacune de ses réunions avec ses analystes financiers. Alors là, vous faites durer le plaisir, là, Christophe. Alors, quand est-ce qu'on voit une commercialisation, une mise sur le marché de MDC-IRM ? Donc, normalement, c'est 12 mois après le dépôt de dossier, donc il y a été fait 2 mois avant l'acceptation du dossier fin août. Donc, on parle du milieu de l'année 2022. Et ça, Teva nous autorise à le dire, de toute façon, le calcul simple. Et même Karl Schuss, le CEO de Teva, l'a annoncé dans une de ses réunions d'analystes récentes. Bon, voilà, donc milieu 2022. Et bien sûr, vous l'avez évoqué, nous, on est intéressés de savoir quelles conséquences financières ça va avoir sur le développement de Medincell. Et puis, est-ce qu'on peut revenir aussi plus globalement, finalement, sur les développements en cours et le contour de ce partenariat avec Teva ? D'accord. Ce partenariat est structurant pour Medincell parce que, MDC-IRM, c'est notre premier produit, donc qui confirme donc la technologie Bipo. C'est la même technologie sous-jacente que sous tous nos autres produits. Donc c'est un événement extrêmement important pour la société.
En termes de finances, c'est majeur. Avec Teva, donc, on développe 3 antipsychotiques pour les patients atteints de schizophrénie. Le premier, c'est MDCIRM. Le deuxième devrait démarrer sa phase 3 dans les mois qui viennent. Donc, un deuxième produit avec un très fort enjeu. Et les 3 produits donnent lieu à un paiement par Teva à Medincell de 122 millions de dollars par produit, 122 millions. Sur MDCIRM, on en a déjà touché 10 millions sur les étapes de développement, donc il en reste encore un peu. Et puis l'essentiel viendra dans les étapes de commercialisation, donc pour 122 millions de dollars par produit. Mais au-delà de ça, Medincell touche des royalties, donc un pourcentage des ventes. On n'est pas autorisé à divulguer les chiffres exacts, mais c'est mid to high single-digit royalties et qui seront touchés par Medincell dès les premières ventes potentielles, donc en 2022. Alors, on l'a vu, des conséquences très positives, y compris au niveau financier pour Medincell. Qu'est-ce que, pour finir très concrètement, Christophe, les investisseurs peuvent se mettre à l'agenda pour les mois qui viennent? Sur quelle communication vous allez revenir? J'ai entendu le démarrage de cette deuxième étude de phase 3. Je pense que ce n'est pas forcément la seule chose sur laquelle vous allez communiquer. Voilà, qu'est-ce qu'on se met sur les mois à venir? En reprenant un produit par produit, donc sur un CRM, on attend l'approbation de la FDA donc en fin de premier semestre. Voilà. Donc un événement majeur. On voit que Teva s'y prépare. Le fait qu'ils aient montré là, des présentations de Medical Affairs, ça veut dire qu'ils sont déjà dans un mode de pré-lancement en fait. Donc le deuxième produit de Teva pourrait démarrer sa phase 3 dans les mois qui viennent, et le troisième, sa phase 1. Donc ça, c'est les 3 produits de Teva. Mais Medincell, ce n'est pas uniquement les produits qu'on fait avec Teva. On a déjà 9 produits en développement. C'est colossal. Je dis souvent que chacun des produits de Medincell pourrait justifier la création d'une société de biopharma entière. À elle seule, oui. Voilà, sauf que nous, on en a 9. Donc, on a aussi notre produit dans la douleur sur les grosses opérations chirurgicales qui devrait avoir le go de la FDA pour démarrer sa phase 3 dans les mois qui viennent. Et puis les autres programmes, donc les 5 autres, sont en développement réglementaire. Et ça comprend la prestigieuse collaboration que nous avons avec la fondation Bill et Melinda Gates pour développer un contraceptif injectable biorésorbable auto-injectable de 6 mois. Mais au-delà de tout ça, j'espère que nous allons voir aussi arriver ce qu'on espère à Medincell depuis des années, c'est qu'avec cette phase 3 réussie, la société a énormément gagné en crédibilité, en visibilité, et il serait naturel que dans les 12 à 18 mois qui viennent, les activités de business développement s'accélèrent avec l'arrivée de nouveaux partenariats. L'avenir nous le dira. Bon, voilà. En tout cas, ce sont plutôt des bonnes nouvelles, des phases 3 qui commencent, une commercialisation attendue en 2022 et peut-être des partenariats. J'espère que vous reviendrez sur le plateau du Journal des Biotech pour en parler avec nous, Christophe Douat. Avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Le Journal des Biotech, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.